Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Rachel. Je suis Wana Jonko, votre Agile Leadership DJ qui mixe plein de pratiques qui permettent à vous et à vos équipes, vos pairs d'être fiers de ce que vous réalisez. Et j'organise ces dialogues sur le leadership agile. C'était des dialogues au coin de feu en mois de février dans le cadre de la célébration de 20 ans de l'écriture du Manifeste Agile. J'avais envie de célébrer dans ce festival qui s'appelait Agile 20 Reflect de 20 ans d'agilité avec cette réflexion sur ce que le leadership agile a besoin de devenir aujourd'hui, 20 ans après, et interviewer des personnes qui travaillent dans l'agilité et qui ont plein de choses à dire. Il y a plein de personnes intéressantes. Et ça, c'était le mois de février. Et je me suis dit, après la fin février, c'est que finalement, je ne vais pas interviewer toutes les personnes qui ont énormément de choses à dire. Alors, j'ai transformé les dialogues au coin de feu sur le devenir du leadership agile au dialogue de printemps sur le devenir du leadership agile. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité Rachel Jolin-Dubois, une figure de l'agilité et qui a eu énormément de contributions dans la communauté de l'écosystème agile, une agnostique humaniste aussi. Et je te laisse, Rachel, de continuer à te présenter avec tes propres mots qui seront bien meilleurs que les miennes. Merci Oana. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Rachel, effectivement, je suis coach agile, je travaille actuellement chez Airbus, mais j'ai travaillé avant dans pas mal de boîtes, je travaillais pour le gouvernement dans le cadre de Pôle emploi, je travaillais pour des startups, du jeu vidéo, voilà, des services pour adultes, de la téléphonie mobile, des tas de choses un peu rigolotes. Et j'allais dire ma journée, mon chemin, mon parcours agile, elle a commencé il y a très longtemps, voilà, et ça fait quelques années maintenant que j'accompagne aussi les équipes et les organisations dans des problématiques de mise à l'échelle notamment. Donc je suis plutôt assez connue sur la partie échelle et tout le travail qu'on avait fait au niveau de SAFE à l'époque, mais pas que, c'est aussi sur tout ce qui est transformation ou acculturation, on va dire. Voilà, et je suis très contente d'être là, voilà, et le sujet que tu as proposé sur le leadership au féminin me fait bien plaisir parce que c'est un des sujets dans lequel je suis engagée en dehors de la vie professionnelle. Merci Rachel. Et on arrivera au leadership au féminin ou la partie du féminin dans le leadership agile. Mais avant d'arriver là, commençons, si tu veux bien, avec vraiment le leadership. J'aime bien les gens qui disent, mais concrètement, concrètement aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que Qu'est-ce que ça veut dire leadership? Parce que c'est un mot qu'on utilise un peu partout, dans tous les sens, un vertical, un biais, un horizontal. Et même si c'est quelque chose qui me tient à cœur, ça peut créer de la fatigue. Donc, Je voilà. suis d'accord avec toi. Il y a un côté, je ne dirais pas effet de mode, parce que le leadership, c'est quand même dans la place. Il y a des bouquins, des conférences, des experts en leadership, des gourous du leadership depuis les années 80. Voilà, donc mais c'est vrai que c'est un peu répétitif. Et puis dans la communauté agile aussi, on entend beaucoup ce mot-là. Et on l'entend tellement souvent que des fois, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a dedans, voire même est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de vent derrière tout ça. Un petit peu, donc c'est un mot qui est un peu, ouais, que tu peux facilement tomber. Moi, j'aime bien la définition la plus basique, la plus simple, c'est la capacité à mettre en mouvement les gens et à les inspirer pour les emmener d'un point A à un point B, quoi. Déjà, ça, c'est déjà pas mal comme définition de base. Merci Rachel. Et encore, comment un leader arrive à faire ça? Quelles sont les qualités qui lui permettent d'inspirer les gens pour aller de point A à point B?
il y a plein de façons de le faire, c'est ça. On va dire, il y a presque autant de façons d'incarner le leadership qu'il y a d'êtres humains qui le font. Alors, il y a des grands styles de leadership, hein, enfin, le leadership directif, voire même coercitif, le chef de file, hein, le premier de cordée, ça peut être ça, qui va être plutôt à poser un rythme, à imposer un chemin, etc. Le leader visionnaire, hein, voilà, passionné, visionnaire, qui est capable de t'embarquer vers Mars et conquérir les étoiles. Et puis après, tu as d'autres formes de leadership qui sont peut-être moins connues, en tout cas en dehors de la sphère agile. Le leadership collaboratif, le participatif, et puis après, il y a le fameux leader coach, servante leader propre aux agilistes. Il y a sûrement d'autres catégories parce qu'il y a tout un tas d'écrivains plus ou moins passionnants qui ont écrit sur le leadership et qui ont catégorisé et segmenté pour nous aider à lire, à construire, à comprendre, quoi. Un peu, on pourrait dire ça, c'est un peu les grandes familles, hein. Et pour toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te parle le plus dans tous ces des grandes catégories? Ah bah, alors, assez facilement, j'ai envie de dire les trois dernières, hein, le leadership, le leader coach, le leader participatif, le leader collaboratif, parce que c'est ancré aux valeurs, c'est rattaché aux valeurs de l'agilité. Après, je ne veux pas non plus tomber dans le piège qui est un peu simple, de la vision un peu simpliste, de dire, alors il y a les organisations traditionnelles en mode un peu command and control, sous-titré waterfall, sous-titré un peu désuète, has-been, où on est plutôt dans le leadership coercitif, chef de file ou visionnaire, mais dans le sens visionnaire, dans le sens un peu oppressif, et bien évidemment dans les organisations agiles, comme on est dans un monde merveilleux, on n'a que les trois dernières autres qui s'expriment, Mm. collaboratif. Je ne veux pas tomber là-dedans. Moi, je sais que c'est celle qui m'attire, c'est les trois dernières. Il y a peut-être même d'autres choses qui sont à creuser, à inventer, d'autres formes de leadership, les leaderships de type catalyste ou de type enabler, hein, enabling leadership, c'est quelque chose que je suis en train de creuser en ce moment, mais sans pour autant opposer les modes de culture, on va dire. D'accord. Donc, ce que Ah, j'entends, oui, oui, Rachel? je dis, c'est souvent que cette opposition entre les bons et les méchants arrive quand on parle de leadership et de leadership agile. Et donc, du coup, j'ai deux questions qui me viennent. Déjà, tu disais, tu avais mentionné le enabling leadership. Donc, qu'est-ce que c'est l'enabling leadership? C'est quelque chose qui a été porté dans une étude, un travail qui s'appelle Complexity Leadership Theory, de Complexity Leadership Theory, qui parle en fait de comment émerge et se structure le leadership dans les sociétés complexes à croissance hyper rapide, typiquement les startups scale-up, et comment le modèle de l'agilité, les valeurs de l'agilité et les modèles qu'ils utilisent, les mécanismes qu'ils utilisent, influencent le leadership. Et avec donc dans leur postulat, c'est que le leadership qui émerge, qu'il soit formel ou informel, est de type enabling, où le rôle de ces leaders, c'est vraiment alors c'est au-delà de la posture de servant leadership, c'est vraiment arriver à capter les signaux faibles de l'organisation, à détecter les situations dans lesquelles sont présents les personnes et les équipes, à leur donner plus de conscience du monde extérieur, de façon à les rendre beaucoup plus rapidement autonomes dans leur capacité relationnelle, dans leur capacité de communication, dans leur capacité décisionnelle. Et c'est ce travail-là, ce travail un peu de l'invisible, Mm. qui est, alors je ne me souviens plus exactement de la référence de la truc, mais je me fais un point de le chercher si ça intéresse des gens. C'est un super article, ça a été publié il y a 2 ou 3 ans, avec une bibliographie assez intéressante à creuser. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui nourrit mes réflexions en ce moment. Et à ton avis, parce que tu disais capter les signaux faibles, du coup, quelle serait la qualité de ce leader enabler qui est pour capter les signaux faibles? Parce qu'il faut avoir une sensibilité ou quelle est la qualité pour toi? Il y en a plusieurs.
Alors, et de façon non limitative, j'ai envie de dire, des capacités d'observation et d'écoute, hein, forcément, hein, pour pouvoir capter, il faut se mettre en position de capter. Donc, ça veut dire observer et observer de façon avec une certaine neutralité bienveillante, en ayant conscience de ses propres filtres pour pas trop en mettre. Donc, essayer d'être ouvert, observer, écouter, en écoute active et aussi en écoute distraite, parce que les deux ont un intérêt qui sont complémentaires. Ça va être aussi d'oser ressentir les interactions entre les individus, savoir quand il va falloir intervenir pour accompagner. Par exemple, typiquement, sentir est-ce qu'on est en train est-ce que la dynamique de groupe s'oriente vers une confrontation d'idées. Ça, c'est quelque chose qu'on veut en agilité, c'est générateur de création, ça apporte du mouvement, de la dynamique, ou est-ce qu'à contrario, on est en train de partir sur un conflit qui, lui, n'est pas celui qu'on recherche, parce que celui-là, il est stérile, il dégrade la qualité des liens. Donc, il y a cette notion d'être toujours un peu en équilibre, en détection, en équilibre, entre est-ce que j'agis, est-ce que j'agis pas, jusqu'à quel moment. Voilà, donc c'est un travail un petit peu difficile, c'est un travail un peu de l'ombre, un peu de fourmi du fond de la pièce, et arriver à influencer. Donc, une qualité, ça va être aussi la capacité à influencer le plus doucement possible les gens pour qu'ils puissent, que les situations professionnelles, parce qu'on parle de situations professionnelles, soient les plus constructives possibles. Donc il y a vraiment ça, il y a vraiment cette capacité à capter, canaliser, guider, garder en équilibre. Est-ce que est-ce qu'il faut que l'équilibre entre interventionniste, pas interventionniste. Est-ce que je dois amener de la structure ou est-ce que je ne dois pas amener de structure? Ça, c'est la grande question. Voilà. C'est ce que j'entends dans cet équilibre entre être, comme tu dis, la fourmi, quelque part, la qualité du leader enabler, c'est être de la fourmi au fond de la pièce, et qui aide à prendre conscience de la dynamique de l'équipe pour justement que l'équipe puisse prendre les décisions, les diverses décisions. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de la culture, de le leadership dans la culture. Donc, c'est très intéressant quand tu parles justement de leader enabler, à la fourmi derrière. Là, ce qui m'évoque, tout de suite, ça résonne. Et dans la culture des entreprises, comment ça se passe? Quel est une des questions, comment on met le leadership à l'échelle dans les cultures existantes? C'est très compliqué. Je ne sais pas si on peut mettre le leadership à l'échelle, vraiment, honnêtement. Euh, alors, je sais que ça fait partie des promesses marketing de certains modèles. On ne donnera pas de nom, hein, mais de certains modèles, d'avoir un peu du leadership prêt à l'emploi qu'on pourrait greffer et déployer à l'échelle. Je ne crois pas trop à ça. Je pense que le leadership, il est de toute façon, il est infiniment lié aux êtres humains qui sont impliqués à la base. Donc, c'est vraiment quelque chose, on en reparlera peut-être, mais c'est vraiment quelque chose qui vient de l'individu. Après, on peut le développer, le cultiver, etc. Et puis, la façon dont ce leadership va s'exprimer au sein de l'entreprise, c'est forcément pas biaisé, mais formaté par la culture de l'entreprise. Tu ne peux pas exprimer ton leadership de la même façon dans une entreprise qui a une culture, par exemple, militaire, par exemple, ou dans une entreprise qui a une culture très collaborative, limite coopérative, dans le sens organisation, on met tout en commun. Les modèles de leadership qui vont s'exprimer, qu'on va pouvoir laisser s'exprimer et qu'on va cultiver, ne vont pas être du tout les mêmes. Donc après, il y a le problème. Alors, je pense que quand tu parlais d'échelle, tu parlais aussi de l'histoire derrière de l'agilité à l'échelle qu'on injecte dans les entreprises en ce moment, hein, et avec des greffes qui ne marchent pas toujours. Hein. Je crois qu'il y a plus de 70% des greffes qui ne marchent pas, hein, dans ce style-là. C'est parce qu'on ne tient pas en compte, à mon avis, de cette notion de culture. On injecte un modèle culturel qui vient, on va dire, d'entreprises IT américaines,
plutôt connoté culturellement start-up. On essaye d'injecter ça dans des entreprises plutôt européennes, plutôt industrielles, qui sont très loin des startups, qui n'en ont jamais été et qui n'en seront pas. Et donc, qui ont des références de management, de communication, d'expression de pouvoir, d'expression de jeux politiques qui sont complètement différents. Et du coup, il y a une espèce de clash culturel. Après, les gens, on peut faire des cours, un peu comme des cours de théâtre, on va t'apprendre à faire des cours de leadership, à t'apprendre à pitcher, à poser, etc. Mais ça risque d'être quand même en décalage avec ton référentiel interne, et ce référentiel, on le sent, et c'est ce qui fait que la greffe ne prend pas, quoi, hein, je pense. Ce qui m'inspire comme question, c'est justement être sensible à la greffe. Donc, comment on peut exprimer le leadership pour prendre en compte la culture, et quel est le rôle d'un leader ou de leader de chacun, de leadership de chacun en nous-mêmes, pour que cette greffe puisse prendre? Je et alors ce que je vais dire, je suis encore beaucoup en réflexion sur ces sujets-là en ce moment. Je suis en train d'écrire un papier là-dessus, donc c'est encore, quelque chose en mouvement. Je je pense pas qu'il faudrait greffer, en fait. Je pense que la meilleure approche, ça serait de partir du point de départ qui est déjà dans l'entreprise, et plutôt à la manière d'un cultivateur, imaginer un leader cultivateur qui détecterait en interne les modèles recherchés, ou les variantes de leadership recherchées, hein, dans le modèle cible, en tout cas l'idée qu'ils s'en font, et de créer un écosystème favorable pour que ces comportements-là s'expriment, ces nouveaux cadres relationnels, nouveaux cadres collaboratifs s'expriment, et donc le protéger, le faire grandir, et espérer que cette autogreffe fonctionne, et on mène l'entreprise là où on veut. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup de mal, hein. Alors c'est très personnel, c'est vraiment basé sur ce que j'observe au quotidien, depuis des années, à croire que des greffes vraiment très, éloignées, fonctionnent durablement, sans douleur, et créent quelque chose qui soit pérenne. À ton avis, pour éviter, parce que nous sommes dans le leadership, pour éviter de forcer des greffes qui ne vont pas tenir, quel est le rôle ou la responsabilité du leadership ou du leader, d'un leader? Bah, des leaders, je pense qu'il y a un travail des leaders à faire sur la connaissance qu'ils ont il y a un travail de sincérité, je pense, et de respect. C'est-à-dire de respect de ce que l'on est, de qui l'on est, de ce que l'on pourrait être, d'accepter aussi les limitations. Et c'est pas que négatif, hein, il y a une contrainte, il y a la contrainte du réel dont on parlait tout à l'heure avant la réunion ensemble, il y a un réel qui s'applique. Voilà, et ce travail d'honnêteté par rapport à ses forces, à ses faiblesses, à sa propre culture, à ce qu'on voudrait en faire, et le respect aussi de soi-même et des gens qui nous entourent, ça me paraît être un bon point de départ, avant d'envisager toute forme de greffe en mode Deus ex machina. Quelque part, ce qui me fait penser qu'on revient à l'idée de l'écoute, Ouais. et aussi à l'idée de prise de conscience, ou de révéler quelle est la culture en place et qu'est-ce qu'elle est prête à accepter. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais exprimer? Cette idée Bah, de ça fait partie de alors, je considère que ça fait partie de nos rôles, nous, coachs agiles ou accompagnants agiles, parce que il n'y a pas que des coachs, hein, il y a tous les accompagnants agiles, tous les managers aussi qui sont dans ces sujets-là, tous les gens qui font du change, de d'aller questionner l'organisation sur sa culture, et d'aller questionner aussi sur la pertinence de ce qui est fait ou pas. Donc, quitte à se mettre en danger, parce que c'est pas toujours évident, hein. Des fois, l'entreprise peut rejeter massivement le modèle proposé,
et le porteur du modèle et la personne qui va venir vérifier avant. c- Il faut être capable d'interroger le modèle organisationnel, le modèle culturel, de montrer les contradictions et d'accepter. Il faut pouvoir accepter de le faire. C'est pas toujours facile. Et Je puisque crois, alors bon, c'est un petit aparté avec le leadership, mais je crois que le coach agile, en tout cas, ou le coach d'entreprise a une fonction dans l'entreprise qui est très proche de la fonction du fou du roi autrefois. Voilà, donc ce qui est très intéressant, c'est qu'arrive-t-il au fou quand le fou ne fait plus rire le roi? Voilà, on en reparlera peut-être après avec nos invités. Bien sûr, je retiens, hein, donc je t'invite à continuer si tu veux répondre à cette question. Ensuite, maintenant, ce qui me venait, qui m'inspirait, tu as parlé du courage, Oui, justement. Et qu'en est-il du courage du leader? c'est une des valeurs, alors par rapport à mon référentiel, je suis forcément biaisée parce que j'ai un référentiel, j'ai un modèle mental, culturel qui est vraiment, teinté de l'agilité. Donc par rapport à ce modèle mental-là, pour moi, c'est une des valeurs, fondamentales, le courage, la question de le courage qu'il faut pour se remettre en question soi-même et se questionner soi-même, évoluer, le courage aussi qu'il faut pour interroger la relation à l'autre dans l'entreprise sur, la pertinence, la performance, les situations aussi, hein. C'est une des valeurs essentielles. Après, ça reste un modèle personnel subjectif, c'est pas forcément quelque chose qui va être valorisé de la même façon dans toutes les entreprises. Il y a des entreprises pour qui le courage, ou ce que moi je considère comme du courage, va être mal interprété ou mal décodé et peut être pris en question comme peut être interprété comme de l'impertinence ou de la provocation ou de l'indiscipline. Et vous voyez, on peut connoter ça de plein de façons. Et pour certaines, c'est pas du tout, ça fait pas du tout partie de leur référentiel du leadership. Et Il y a alors, des Vas-y, je t'en prie. oui, et alors le fou du roi? Est-ce que tu voulais en dire plus? Le fou du roi, bah, pour moi, hein, encore une fois, c'est très subjectif. Pour moi, le coach, c'est quelqu'un qui a ce rôle un peu du fou du roi, qui doit être capable de pouvoir tout dire à l'entreprise. Quand je dis roi, je ne pense pas forcément à la tête de l'entreprise, hein. Je n'ai pas forcément une vision hiérarchique de l'entreprise. Je pense qu'on s'adresse à l'ensemble du corpus de l'entreprise. Et capable de lui dire avec sincérité et honnêteté ce qu'il voit, avec son effet miroir, capable aussi de le titiller là où il sait qu'il y a de l'inconsistance, pas de l'inconsistance, de la incohérence, parce que c'est plus ce mot-là en français, de l'incohérence, à l'amener aussi, de sortir de sa zone de confort par de la provocation bienveillante, voilà, et de savoir aussi quand tu dois doser ça. Et de peut-être des fois aussi être capable de te moquer un peu de l'entreprise, de lui montrer le côté qu'elle peut avoir des fois de ridicule, d'inadapté, de décalé, voilà. Avec une notion de bienveillance, parce que le but du jeu, c'est pas de faire mal aux gens, on est bien d'accord, ni aux entreprises, hein, c'est de les aider. Mais encore une fois, c'est un peu comme tu disais, un petit peu on the edge toujours, voilà. Oui, 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 c'est garder l'équilibre, on revient aux signaux faibles et être sur la frontière. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, cette idée de style de leadership du fou du roi, qui aide encore une fois, ce que j'interprète, et tu me diras si j'interprète correctement selon tes propos, donc qui aide à cette prise de conscience qui est importante du Mmh. système, son propre fonctionnement et sa propre culture. Oui, C'est ça fait partie de notre job, hein, d'aller en tout cas, je pense, de mission, d'aller interroger le système et d'essayer de le sortir un peu de son hémostasie un peu plan-plan, de voir un peu comment il réagit, voilà, et après c'est pas sans risque, hein, comme je dis, le jour où le fou du roi n'amuse plus le roi, on lui coupe la tête.
Mais ça fait aussi partie, je pense, de, tu sais, être un leader, le coach agile est un leader d'une certaine façon, ça fait partie d'une des personnes qui prend ce rôle de leadership, soit de façon temporaire, soit de façon un peu plus permanente. Mais c'est pas un métier, hein, c'est pas, donc il faut accepter le fait que ce soit une aventure qui peut être temporaire, qu'on puisse partir, on doit partir peut-être même, hein. Donc voilà, il y a et même dans la vie de l'entreprise, indépendamment du coaching, quand j'observe des leaders autour de moi, ils ne vont pas toujours exprimer leur leadership, ils vont pas toujours exprimer de façon uniforme et dans la durée leur leadership. Le leadership, c'est assez vivant, c'est assez organique. Il y a des moments où tu as un leadership qui est très fort et qui s'exprime et qui peut se développer. Il y a des moments où ça se ratatine, des moments où tu n'en as plus du tout. Voilà, parce que toi, de toi ou de. Ouais, des moments, bah, tu te sens que tu dois aller l'exprimer ailleurs, ce leadership, et que ça peut apporter mieux ailleurs, à toi et aux autres d'ailleurs. Et, en t'écoutant, ce qui résonne à moi, ce qui me vient comme résumé, c'est en fait c'est le courage du leadership, du coach agile, quand tu dis d'être au service de l'organisation selon ses valeurs ou ce qui est aligné avec lui-même. Ouais. Est-ce que ça te parle, ce Ah oui, résumé? moi je crois que le leadership, ça vient de soi. Le point de départ vient de soi. C'est quelque chose qui vient de tes valeurs, de ta vision du monde, de ta construction mentale. Et un leadership qui est fort, c'est un leadership qui est sincère. Donc les gens qui l'expriment en tout temps, tout endroit. C'est que c'est quelque chose, il n'y a pas de décalage. C'est pas, je suis pas de telle façon au travail et puis d'une autre façon chez moi, par exemple. Il y a une notion de cohérence, de sincérité. Et ça, c'est bien ancré. Après, tu peux le développer, tu peux l'outiller, tu peux l'entraîner, tu peux le muscler, tu peux des fois le garder, le museler, qu'il y a des endroits, il faut savoir ne pas l'exprimer, par exemple. Et il y a des fois, tu peux le sortir comme un pan et faire la roue de tout ce que tu peux faire avec. Et tu peux l'aborder de différentes façons, cette chose-là. Mais ça vient de toi, oui, je pense. Nous avons parlé, et tu as évoqué les divers styles de leadership. Nous avons parlé du leadership, le fou de roi leader. Et dans ce style, et je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et à moi aussi. Qu'en est-il du leadership au féminin? C'est un sujet que j'adore. Je déteste le terme leadership au féminin. Voilà, je ne pense pas que le leadership soit genré. Je ne pense pas qu'on trouve le leadership des gens dans leur culotte et qu'on a besoin d'y regarder pour savoir comment l'exprimer. Par contre, je pense qu'il manque de femmes des fois leaders ou qu'il manque de place donnée aux femmes pour exprimer leur leadership en entreprise. Ça, c'est un autre problème. Mais le leadership, pour moi, est vraiment non genré. Et j'avais retrouvé, alors j'ai noté le nom de la dame, j'ai retrouvé une étude qui a été faite par au CNRS Toulouse, par une dame qui s'appelle Sarah Saint-Michel et qui a compilé des dizaines d'études qui avaient été faites sur plus de 20 000 cadres pour essayer de voir s'il y avait justement des patterns liés à l'expression du leadership, des modèles et qui étaient genrés. Est-ce qu'on pouvait trouver un lien entre le sexe de la personne et les compétences, qualités qu'on rattache au leadership? Et la réponse est non. Par contre, ce qu'on retrouve, ce sont des stéréotypes de comportement. C'est-à-dire que la qualité, la compétence de leader n'est pas sexuée, et son truc le démontre assez bien. Par contre, l'interprétation et les attentes des autres quant à l'incarnation de ces compétences ou talents ou valeurs, le leadership, elle, est codotée, enfin, elle est caricaturale, on attend que l'homme soit décidé, bref, ferme, c'est un guide, il a le droit d'avoir cette autorité-là. Par contre, quand une femme va utiliser les mêmes codes de leadership, l'interprétation qui est faite par les gens vont être va être dans du rejet. Mm. Une femme qui parle d'une voix autoritaire, par exemple une voix forte,
elle va être qualifiée, par exemple, d'hystérique ou d'agressive, alors que exactement la même tonalité de voix, le même niveau sonore chez un homme n'est pas du tout perçu pareil. Donc en fait, c'est pas tant, je pense que hommes et femmes, on sait exprimer, on a la même palette d'émotions à notre disposition, de savoir, de compétences, de savoir-être, de savoir-faire à notre disposition. On sait les exprimer, mais par contre, les gens autour de nous ne sont pas toujours prêts à ce qu'on s'en serve, à ce qu'on les exprime. Et du coup, ce qui me fait penser, tu as donné l'exemple d'une femme qui a des qualités ou de façons de faire qui sont labellisées, j'ai envie de dire masculin, donc ça crée du rejet. À quel point c'est vrai dans l'autre sens, un leader homme qui exprime son leadership avec des qualités qui sont labellisées féminines peut être rejeté. C'est tout à fait vrai dans l'autre sens, hein, un homme qui va exprimer de l'empathie, qui va exprimer de l'écoute, qui va se mettre en retrait du processus décisionnel, va être perçu par les autres comme étant faible, féminin, etc. Et c'est dommage. Donc, il y a un vrai travail de culture à mener. Alors, ce qui est positif quand même, restons dans du positif, c'est que ça, c'était très, 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 très vrai dans les années 60, 70, 80. Dieu merci, le monde change et notamment la perception des gens sur le genre et sur les limitations liées au genre. Je pense que toutes les discussions qu'on a aujourd'hui sur la non-binarité, sur tout ce qui est gender fluide, etc., toutes ces questions-là que la société se pose, alors pas partout dans le monde, hein, bien sûr, mais qu'une partie de la population se pose, bah, ça va aider aussi à réduire la pression sur d'autres formes d'expression du leadership que le côté très caricatural, qui a un carcan, qui enferme les gens et dans lesquels les gens ne sont pas forcément heureux, quoi. Donc, ce que tu dis, en fait, ça revient à un travail culturel Ouais. qui peut permettre aux hommes de montrer leur qualité de leadership qui sont aujourd'hui considérées comme féminins et aussi l'inverse. Oui, C'est, tout à fait. Il faut et qu'on éduque les enfants, il faut que ça commence très tôt. Je crois vraiment que ça commence très tôt, dès la maternelle. Il faut qu'on éduque les enfants à ça. Il faut qu'on leur fasse comprendre que quand il faut faciliter un groupe, c'est pas naturellement à la femme de faciliter, hein. Un garçon peut très bien faciliter. Il y a des très bons facilitateurs qui sont des hommes. Il peut y avoir de très bons speakers qui peuvent être des femmes. Faut pas avoir peur de monter sur scène. Donc, si on s'y met tous à toutes nos échelles, je pense qu'on peut arriver progressivement à faire changer les choses, à faire bouger les curseurs. donc c'est important ce que tu dis quelque part. Je me dis, est-ce que le leader, à quel point le leader a finalement une mission justement aller même dans l'éducation et changer la culture dès de le plus jeune âge. Ben, on l'a tous. Alors après, on l'exprime dans nos sphères privées ou professionnelles, ça c'est quelque chose qui nous regarde. Mais par exemple, tu vois, anecdote, hein, mais ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a un groupe qui doit s'auto-organiser pour faire un workshop. Et donc, il y a quelqu'un qui doit aller écrire au tableau des trucs, faciliter, etc. Et il y a le groupe en question, c'est que des garçons, que des hommes. Et évidemment, donc, on se tourne vers moi pour prendre le feutre et faciliter. Et du coup, il y a plein de façons de le faire. Il y a la façon de le faire en prenant le feutre et puis en le faisant. Il y a le fait de rejeter ou il y a le fait d'interroger les gens sur le côté culturel. Alors, c'est ce que j'ai fait, moi, sur le ton de la blague, évidemment, c'est le côté fou du roi, hein, mais de dire ah ben oui, c'est forcément moi, comme je suis la seule fille et que c'est que les filles qui savent faciliter, évidemment, etc. Et donc, ça a fait rire et tu peux travailler sur du décalage comme ça pour montrer aux gens le côté inapproprié de, de leur. Comment ça s'appelle a priori, non, pas a priori, comment on dit ça. Ah, j'ai parlé anglais toute la journée, j'ai les mots qui arrivent en Préjugés. même temps. Préjugés, merci. Merci. Euh, Merci beaucoup, Rachel. Je trouve ce dialogue qui est très cohérent et très aligné, comme tu dis. On revient sur justement ces qualités que je retiens, c'est le leader fou de roi qui questionne, qui crée du décalage
et qui crée de la prise de conscience. Et ça reboucle aussi avec le courage. Oui. Le courage dans toutes ses dimensions, le courage de fou de roi, le courage de leader d'assumer des qualités qui culturellement ne doit pas avoir. Et je trouve vraiment que tout ce dialogue est passionnant. Nous sommes arrivés du coup, à presque 40 minutes de dialogue entre nous et j'aurais envie, en plus il y a plein de questions sur le chat. Ah, cool. Oui, qu'on passe. Voilà, je laisse la place aux participants pour poser les questions. Et ce que je voudrais vous inviter, si vous êtes OK, si vous voulez poser la question, je peux soit la lire dans le chat, ou encore mieux, si vous voulez bien mettre votre micro et puis poser la question. Comme ça, on crée un vrai dialogue avec Rachel. Et une question que je trouve très chouette, c'est Maya qui l'a posée. Qu'est-ce que l'écoute distraite et l'écoute active? Tout à fait, c'est une excellente question. Donc, Maya, est-ce que tu veux venir Oui, oui. Disons que je suis assez au fait de l'écoute active, mais l'écoute distraite, qui visiblement a aussi des bénéfices, je suis assez curieuse de savoir ce que tu entends par écoute distraite, s'il te plaît. Alors, c'est un Et quel concept, bénéfice? bien sûr, et c'est un concept que j'ai trouvé dans des bouquins qui parlent de systémique. Et notamment, il y a Alain Cardon qui en parle. C'est une façon, il pense que quand tu ne te concentres pas totalement sur la personne, quand tu penses à tes courses, ou que tu regardes le plafond, ou que ça t'oblige à un lâcher prise, à une distance par rapport à la personne, par rapport à ce qui est dit et par rapport à la façon qui est dite, qui permet de limiter tous les biais que tu peux avoir dans ta tête et tous les filtres que tu vas ajouter dans la compréhension. Et donc d'écouter plus largement en fait la personne, de vraiment écouter d'autres choses, de prendre en compte d'autres signaux. Et donc lui, il pratique beaucoup cette écoute distraite, de faire autre chose. Et moi, je me suis amusée à le faire plusieurs fois. En session, j'avais des sessions euh, avec une personne, et je m'amusais à jouer ou à dessiner à côté. Alors, j'ai prévenu que j'allais expérimenter ça, parce qu'il ne faut pas que ça soit pris comme étant une forme de non-respect. Ça peut être pris comme une forme de non-respect si ce n'est pas expliqué. Et en fait, c'est assez agréable, parce que du coup, tu peux vraiment détendre ton esprit et vraiment te connecter beaucoup plus à la personne. Donc, je vous recommande d'essayer de le faire. Vous verrez, c'est assez étonnant les résultats que ça apporte. D'accord, écoute, je vais essayer de pratiquer. Alors, Merci. avec Merci plaisir. Rachel. Merci Maya, si c'est bon pour toi. C'est tout bon. Super. Donc, il y a d'autres questions. Donc, ceux qui veulent poser la question, Patrick, tu as posé aussi une question dans le chat. Tu veux venir la poser s'il est encore là. On peut sortir du cadre de Savoir laquelle c'est, quoi. C'est-à-dire, Tu poses toutes les questions. Je sais pas, parce que moi, je suis le fou du roi des fois dans le chat, donc je ne sais pas en fait la question que j'ai posée. Alors, il y a une question. Tu peux poser une autre question si elle est plus importante maintenant que celle-là, mais celle que je vois dans le chat, c'est on ne peut pas sortir du cadre dans une entreprise. Ça, c'est ce qui était dans le chat. Mais si ça a évolué depuis… Oui, c'est en quoi la culture influence en fait les individus dans une entreprise. Et en fait, un cadre, il peut être respecté ou justement, en dehors du cadre, il y a peut-être des apprentissages. Après, c'est toute la grande question du cadre. Comment tu te situes par rapport au cadre, et est-ce que tu peux vraiment t'en abstraire complètement? Je pense pas. Je pense que le cadre est toujours là, que tu le respectes, que tu le contournes, que tu essayes de le briser, que tu le remettes en question, il est quand même là. C'est d'ailleurs une des difficultés dans les missions je déteste ce terme, de transformation. C'est justement que ce cadre est très, très, très présent. Est-ce que tu peux vraiment décider comme ça que tu vas transformer le cadre et le remplacer par un autre cadre? J'ai jamais vu ça apparaître. Décider non, mais en fait… J'ai vu au mieux que tu pouvais proposer des cadres alternatifs et que les gens se positionnent dedans, plus ou moins. Mais encore faut-il que le cadre de base te laisse le droit de le faire.
Oui, oui. Aussi questionner les gens par rapport à ce cadre, en fait. Ben, qu'est-ce que ça peut provoquer chez eux en termes de comportement et est-ce qu'ils le respectent ou pas et qu'est-ce qu'ils ont pu expérimenter en dehors du cadre. Des fois, c'est une manière en fait de partir du cadre, mais en fait, les gens, ils expérimentent qu'on soit dans une société, enfin une entreprise ou une organisation en commande and control, il y a toujours des fous du roi, il y a toujours des gens qui expérimentent. Et dans toutes les sociétés, en fait, c'est pas que l'apanage. Je pense pas. Encore une fois, j'aime vraiment pas la dualité command and control d'un côté et puis entreprise agile de l'autre. Je pense qu'il faut vraiment qu'on dépasse ça. C'est beaucoup trop simpliste. Mais je pense que tu peux être le fou du roi dans n'importe quel type d'organisation. Les entreprises qui sont pas du tout command and control. Je pense à une entreprise de jeux vidéo canadienne qui est complètement flat. Il n'y a pas de management, c'est pas du tout au command and control. Mais il y a un autre cadre qui est posé, il y a d'autres règles qui sont posées, tacites et explicites. Et cette entreprise-là, Valve pour ne pas la citer, elle a aussi besoin d'avoir des fous du roi qui vont venir la questionner, qui vont venir aiguiller un peu ses modèles, ses comportements et l'aider à évoluer. C'est pas, je ne pense pas que ce soit que dans le command and control qu'on ait besoin Oui, de je cette suis d'accord. C'est pour ça qu'effectivement, nous, en fait, dans la communauté agile, on a un peu trop tendance à opposer des modèles ou des systèmes de pensée et qu'il ne faut pas qu'on arrive à des systèmes manichéens. Mais tu vois, là, on est dans les 20 ans c'est les 20 ans du manifeste agile. Ça fait un peu plus de 20 ans que c'est dans la place, cette histoire, en termes de culture. Il faut qu'on nous aussi, on grandisse. L'agilité a grandi, elle a plus de 20 ans. Il faut que les modèles que l'on propose, la façon dont on les utilise, dont on les interprète, je pense qu'on peut dépasser le stade duel du bien et du mal, les gentils et les méchants, le noir et le blanc, tu vois, le subi, voilà, et qui sont assez enfantins en fait. Il faut qu'on trouve des modèles qui soient beaucoup plus adaptés à la richesse de la réalité. La réalité, elle est beaucoup plus riche que ça. Encore une fois, comme je dis, tous les modèles sont faux, certains sont pratiques, voilà, il ne faut pas qu'ils deviennent limitants. Je vais finir pour laisser la parole. Je me dis, mais pourquoi on a besoin d'un modèle, en fait? Ça, je pense que, alors là, je ne suis pas suffisamment experte là-dedans, mais je pense que c'est infiniment lié aux neurosciences. Les gens qui font les neurosciences, l'anthropo et la sociologie pourraient nous répondre bien là-dessus. Il y a une part qui est probablement liée à notre façon dont le cerveau voit le monde et structure le monde. Et ça, c'est une clé. Après, la façon dont les êtres humains ont structuré leur rapport au réel, leur rapport à l'autre, ça a été une autre clé. Et ça passe, d'après ce que nous disent les anthropos, les neurosciences, les sociologues, les psychiatres aussi, ça passe par des modèles. Notre cerveau, notre espèce fonctionne beaucoup par le modèle. Et le sens, on remplit beaucoup de sens, on aime bien mettre du sens. Et c'est pour ajouter quelque chose, si je puis me permettre, parce que c'est ce que m'inspire Patrick et Rachel, ce dialogue, ça me fait penser à l'idée, c'est pareil, c'est quelque chose dont on parle énormément, d'un espace de sécurité psychologique. Et comme tu dis, on a besoin d'un certain cadre pour cet espace et qui donne du sens. Comme tu dis, ce n'est pas commande and contrôle, mais ça donne du sens. Et il y a aussi, puisque tu parlais des jeux vidéo, dans la théorie des jeux, c'est quelque chose qui m'a... c'était une de mes révélations. C'est pour créer un bon jeu, c'est pas vraiment des jeux vidéo, toujours jeux de société. Une des règles, c'est d'avoir des règles claires. C'est-à-dire que si on n'a pas des règles claires, on ne s'amuse pas. Voilà, si c'est confus comme jeu, bon, ce n'est pas un bon jeu. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça comme inspiration. Effectivement, c'est la théorie. Et ça a été prouvé par la pratique et l'observation chez les jeunes enfants, chez les adultes, puis aussi chez les primates supérieurs, les grands primates. On a des modèles comme ça qu'on est capable de trouver. Super, merci Patrick pour tes questions. Est-ce que c'est bon pour toi comme réponse? Bon, je pense qu'il est parti prendre Non, c'est bon pour moi, mais c'est pour laisser la parole à d'autres personnes. Il y a David qui lève la main. Okay. Oui. Alors,
tu as une question à poser. Bonsoir. Salut, salut, salut Rachel. Salut David. Il y a un truc que tu as dit au début sur lequel j'avais envie de t'interroger, avoir ton avis. Quand on parlait de modèle de leadership, Ouais. il y a un petit stéréotype dans notre communauté là sur le côté host leadership, servant leadership, etc. Dès qu'on parle d'agilité, on va très vite revenir sur ce Oui. genre de modèle. Moi, je m'interroge de plus en plus sur à quel point on s'enferme pas un peu là-dedans, à quel point des fois on pourrait pas aller explorer d'autres trucs, voir, enfin d'autres que tu as cités d'ailleurs, hein, sur le côté visionnaire, enfin il y en a plein d'autres qui sont tellement intéressants. Et j'ai l'impression, voilà, des fois on se met nous-mêmes dans une boîte et dès qu'on va parler d'agilité, on va s'attendre à aller sur ces types de leadership. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais genre, voilà, c'est juste pour ouvrir cette réflexion-là parce que moi, elle me questionne. Bah, je suis d'accord avec toi. Je trouve que très souvent, il peut y avoir une approche assez simpliste des choses dans la communauté agiliste et c'est bien dommage hein, parce qu'il y a quand même des cerveaux assez, qui moulinent assez vite, donc on devrait être capable de faire des trucs plus subtils que ça. Mais oui, il y a des codes à respecter, des choses à faire, des choses à pas faire, il y a des choses à dire, des choses à pas dire, des modèles à prendre, des modèles à pas prendre. Mais enfin, encore une fois, la réalité, elle est pas comme ça, elle est beaucoup plus subtile. Moi, j'ai vu des entreprises dites agiles, modernes, avec pour autant un leader à leur tête que tu aurais volontiers qualifié de directif coercitif. Et pourtant, ça fonctionnait. J'ai vu des entreprises qui sont des modèles, je pense à une boîte avec qui j'avais bossé, qui était très, très militaire dans le sens strict du terme, et pourtant avec des modèles de leadership de type servant leadership, host leadership, je veux dire, plusieurs startups américaines auraient envie d'avoir ça. Et, tu vois, il faut pas... Il y a une telle diversité, je pense qu'il faut s'autoriser à explorer des choses. Qu'est-ce que ça veut dire un leadership de type visionnaire, qui est plutôt tu vois, très directif? Comment est-ce que ça pourrait exister dans le référentiel culturel agile? Comment ça pourrait se manifester? Ça serait quoi une bonne implémentation de ça? Qu'est-ce qu'on aimerait voir? Qu'est-ce qu'on n'aimerait pas voir? Comment est-ce qu'on pourrait guider les gens? Voilà. Et, pareil, Sorry. aussi, dans notre communauté aussi, on n'aime pas les managers. Par exemple, ouais. Enfin, Euh, voilà, c'est un fait. Il faut leur couper la tête. Il n'y a pas de manager, tu vois, une bonne transformation, c'est une transformation qui élimine les managers. Mais d'où ça? Enfin, c'est pas une réalité, enfin, c'est pas sérieux, quoi. Enfin, il y a une fonction, il y a un rôle à jouer. Ils ne sont pas tous mauvais. Enfin, c'est comme à une époque quand on a diabolisé les chefs de projet. Enfin, voilà. Je pense qu'au bout de 20 ans, notre communauté, elle doit grandir, elle doit avoir des approches plus raisonnées, plus diversifiées voilà, sur des choses. On dépasse les points de clivage. Et Super. je vais vous retrouver le nom parce que j'ai retrouvé le papier. Si ça intéresse des gens, voilà, c'est un super papier. Je vous donnerai la réflexion et qui s'appelle The Complexity Leadership Theory. Voilà. Et comment est-ce qu'on pratique le enabling leadership? Comment est-ce qu'on pratique d'autres formes de leadership qui ne sont pas forcément les choses qu'on a l'habitude de voir? Et c'est intéressant. C'est ce qui m'évoque dans votre dialogue, donc je le pose parce que j'ai eu cette image, c'est comme dans les nouvelles sorcières de l'inquisition agile d'aujourd'hui sont les managers. C'est quelque chose comme ça qui m'est venu dans votre dialogue et aussi ce qui m'évoque et ce qui m'est aussi très cher, on parle de transformation, même si tu dis que tu n'aimes pas du tout ce mot. Je me dis, on ne peut pas créer un changement et inviter des personnes, des humains à adopter le changement s'ils sont mis en danger. Et les managers sont en danger avec cette attitude dans laquelle on dit on les aime pas. Donc, on ne peut pas embarquer des gens qu'on met en danger. C'est humain. Enfin, je trouve que humainement, ce n'est pas soutenable. Et ce sont des personnes qui ont des qualités. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en danger. Moi, j'observe des comportements et probablement j'étais contributeur de ça aussi. Hein. Personne n'est irréprochable, à commencer par moi. Hein. Je nettoie devant ma porte. J'ai déployé des frameworks, j'ai fait comme tout le monde
des erreurs d'implémentation à un moment. Après, j'observe, si tu veux, j'observe que chez nous aussi, dans notre famille aussi, qui est pourtant une famille qui est bienveillante, et on pourra faire une heure de discussion sur la bienveillance agile, qui est portée par des valeurs, etc. Moi, j'ai vu des comportements très coercitifs s'exprimer. Hein. C'est pas agile, tu peux pas l'exprimer, c'est pas agile, tu n'as pas le droit de le faire, tu n'es pas agile, on est quand même dans du jugement, on est quand même dans de la sanction, on est quand même dans on force les gens à adopter des choses qui sont des rites, des choses, il y a des fois où peut-être on se perd un peu, quoi. Et on a un petit côté un peu inquisition des fois. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois les mois précédents, j'ai eu un petit arrêt, je me suis arrêtée, mais avant, et du coup, ça m'a fait réfléchir, tu vois, pendant mon arrêt. Mais il y a eu plein de fois où, tu sais, on t'appelle en tant que coach agile pour juger de est-ce que ces gens-là, ils sont bien agiles. Est-ce que c'est du bon agile? Est-ce que c'est du vrai agile? Est-ce que c'est du bon agile? Est-ce qu'ils sont bien agiles? Est-ce qu'ils le font bien? Et c'est pas, ça m'a pas trop plu comme sensation, en fait. Je me suis dit, là, je pense qu'on se trompe. Enfin, c'est pas ça. En tout cas, pour moi, ça peut pas être ça, quoi. On peut pas remplacer un modèle par un autre modèle avec le même défaut, quoi. Et le leadership, c'est aussi d'oser, des fois même faire ce speak-up, même dans ta propre famille, même de dire, hey, les agilistes, on arrête de temps en temps d'imposer l'agilité à tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est pas du tout fait. On fait des ravages dans certaines entreprises. Voilà. Donc un peu plus une approche plus adulte, plus mesurée, ça peut être pas mal. Ok, David, est-ce que c'est bon pour toi en termes de réponse? Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, clairement, je suis hyper en phase avec ce qui vient d'être dit. Ça fait du bien aussi. Voilà, je lisais les commentaires. Ouais, enfin, c'est dans nos valeurs, le courage et l'honnêteté. Il faut savoir dire ça. Il faut savoir dire qu'on fait enfin, voilà, des choses pas top par moment et qu'on s'améliore et qu'on cherche toujours à faire mieux. Donc, ça me va très bien, ce genre de message. Merci, merci beaucoup David. Et merci aussi Rachel pour tes mots qui Avec nous plaisir. invitent à justement à l'inclusivité. En fait, je reviens un peu à ça le non-jugement. Quelque part, c'est. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Moi, merci. Très chouette d'avoir pu voir plein de têtes connues et plein de têtes aimées en plus dans ces têtes connues. Donc ça, c'est très chouette. Et puis, c'est un super moment assez bienveillant, j'ai trouvé. C'est assez agréable. Super. Merci Rachel. Nous avons encore 3 minutes, donc on pourrait, si quelqu'un a une question ou une remarque qui souhaite. Un manager m'a dit un jour sur le leadership agile, je suis croyant mais pas pratiquant. Oui, je ne sais plus qui a mis ça, c'est Yann. Il y a beaucoup de ça, il y a la petite notion un peu de religion chez nous des fois. En tout cas, on est perçu comme ça. Donc je ne prends jamais mal quand ils disent qu'on est un peu des gourous de secte ou des choses comme ça. Je me dis, bon, on va faire tout un travail de déconstruction et puis peut-être qu'on va sortir de ça, quoi. Sinon, j'en profite quand on a 2-3 minutes pour dire qu'on est avec plusieurs femmes extraordinaires de la communauté agile, dont Oana, dont Anne, Gabriage, dont plein de filles super de la scène française. On est en train de bosser sur une conférence justement sur la place des femmes dans l'agilité. Et c'est une conférence qu'on veut surtout pas réserver aux femmes. Et on espère que quand vous verrez ça sur les meet-up, venez avec vos idées, votre passion, vos points de vue, essayez de discuter et puis essayez de nous aider à faire avancer la place la visibilité. On va essayer de travailler contre l'invisibilisation des femmes dans l'agilité. Et voilà, on compte sur vous. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Merci, merci beaucoup Rachel pour ces mots, pour cette invitation tellement inspirante. Travailler pour réduire la invisibilité des femmes. Je trouve ça très joliment dit, la double négation. Et s'il n'y a plus de questions, il nous reste 1 minute juste pour dire merci beaucoup à
toutes et à tous d'être avec nous ce soir après une journée de Zoom probablement encore, être venu ici pour encore une heure de Zoom. J'espère que ça vous a été utile et que ça vous a mis un appétit. Donc, je vais aussi vous dire bon appétit. Donc, effectivement, merci Cœur avec beaucoup. les mains. Bon appétit. À bientôt. À très bientôt. J'espère vous voir tous bientôt. Au revoir à tous et merci au prochain dialogue.